Troisième jour de janvier 1961, Station nationale d'essais nucléaires, Idaho. 21h01, heure normale des Rocheuses. Dans la salle de contrôle SL1, des pages de bloc-notes répertoriant les tâches de redémarrage de routine après l'arrêt pour les fêtes. À l'extérieur, les registres de sécurité indiquent des patrouilles normales le long de la clôture. Les instruments de radioprotection mesurent le rayonnement de fond. À 21h05, les alarmes se déclenchent. Les équipes d'inspection réagissent, compteur à la main. En quelques minutes, elles cartographient le sol de la salle de contrôle SL1. Des centaines de röntgen par heure, des pics localisés signalés à près de 500 röntgen par heure. Le temps d'entrée est réduit à quelques secondes. 3 opérateurs se trouvent à l'intérieur. Aucun ne répond aux appels. Une levée manuelle rapide de la barre de contrôle centrale a entraîné la mise en état critique du petit réacteur expérimental à eau bouillante. Une excursion de puissance d'une milliseconde. Un coup de bélier vapeur-eau. Une éjection mécanique violente à l'intérieur de la région de la tête du réacteur. Il ne s'avère pas encore qu'un chiffre, 20 pouces, allait redéfinir les contrôles des réacteurs à faible puissance dans tous les programmes comparables aux États-Unis. 1957. Zone d'essai nord, Station nationale d'essai des réacteurs, Idaho. Sur une table à dessin, des cartes du site de l'AEC et des planches du Historic American Engineering Record sont étalées d'un bout à l'autre. Un doigt suit la route d'accès à un petit réacteur désigné SL1. Le programme de réacteur fixe de faible puissance appartenait à l'armée américaine et avait été conçu pour fournir une puissance thermique de quelques mégawatts à des stations militaires éloignées. Simple, compacte, à démarrage rapide. La conception concentrait la réactivité dans une seule barre de contrôle centrale afin que le cœur puisse être rendu critique avec les barres périphériques encore insérées. Cette simplification réduisait le temps de démarrage et la complexité opérationnelle. Elle concentrait également le danger si cette barre se déplaçait trop loin, trop vite. La supervision incombait au bureau des opérations de l'Idaho de la Commission de l'énergie atomique. Les sous-traitants, General Electric pour les opérations, Combustion Engineering pour le soutien technique et l'analyse en atelier chaud, fournissaient le personnel de l'installation et géraient le travail quotidien. Le réacteur lui-même était un petit réacteur à eau bouillante, d'une puissance nominale de 3 MW thermiques dans des conditions normales. Des bouchons de protection scellaient la tête du réacteur. Les commandes manuelles des barres étaient graduées en pouces, chaque incrément représentant un niveau de réactivité mesuré. La radioprotection s'appuyait sur des chambres à ions portables et des badges à film, outil standard de l'époque. Le Historic American Engineering Record répertorie TAN dans le cadre plus large de l'Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. Les salles de lecture du Department of Energy Freedom of Information Act conservent les séries administratives et techniques SL1, IDO 19300, IDO 19301, IDO 1932, IDO 19311, IDO 19313. Le rapport final de l'opération de récupération du SL1, IDO 19311, relate le déplacement de la cuve sous pression, la dissection des composants, le découpage et l'enfouissement du bâtiment du réacteur. Une conception destinée à être opérationnelle sur le terrain a créé une dépendance à un seul point de contrôle des barres avec une valeur d'insertion élevée. Les notes de maintenance avant les vacances ont enregistré des problèmes de mouvement des barres, des éléments bénins qui deviennent décisifs une fois que les courbes de valeur sont quantifiées par la suite. Le 3 janvier 1961, dans l'après-midi. Réacteur stationnaire à faible puissance numéro 1, zone d'essai nord. Un bloc-notes contient l'ordre de service. 3 noms sont clairement tapés. Richard C. Legg, chef électricien de première classe, superviseur. John A. Burns, spécialiste de 5e classe, opérateur. Richard L. McKinley, spécialiste de 4e classe, stagiaire. L'armée était propriétaire du réacteur. La Commission de l'énergie atomique assurait la supervision et General Electric gérait les opérations techniques. La préparation du redémarrage a suivi une interruption pour cause de vacances. Les procédures prévoyaient des ajustements contrôlés, centimètre par centimètre, des barres, conformément aux instructions écrites. La séquence réelle a été reconstituée des mois plus tard à partir de preuves matérielles et d'indicateurs de position. Un levage rapide de la barre de contrôle centrale à environ 20 pouces
a produit une supercriticité immédiate, l'insertion de la réactivité étant plus rapide que les rétroactions de vide ou de température ne pouvaient arrêter la réaction. La caractérisation des barres effectuée après l'événement a montré que la barre centrale seule pouvait faire passer le cœur de subcritique à critique, alors que les barres extérieures étaient toujours insérées. Pratique sur le plan opérationnel. Marges étroites. Le document IDEO 1903-2, daté du 31 octobre 1962, décrit l'événement et la réponse administrative. La déclaration liminaire du rapport est explicite. Il ne tente pas de déterminer la cause. Le personnel, les fenêtres de procédure et le matériel se sont combinés pour permettre à un seul mouvement de dépasser les limites d'insertion sécuritaire. Les enquêteurs ont récupéré les indicateurs de position des barres et les éléments internes de la cuve afin de calculer rétrospectivement le nombre de centimètres retirés. Ce chiffre, 20 cm, devient le pivot de toute l'affaire. La reconstitution établit un mouvement suffisant pour atteindre rapidement la criticité avec les éléments de contrôle périphérique toujours en place. 3e jour de janvier 1961. Périmètre de la Station nationale d'essai de réacteurs et accès à la zone d'essai nord, de 21h10 à 23h59, heure normale des Rocheuses. Un registre de sécurité porte des horodatage à l'encre. Un physicien de la santé enclenche un dosimètre à crayon et vérifie l'échelle. Les mesures de sécurité de routine prévoyaient des lectures de fond à la clôture. Après l'excursion, les équipes de terrain ont cartographié les conditions à l'intérieur. Les rapports d'enquête ont enregistré des centaines de röntgens par heure dans la salle des opérations. Le bâtiment a été divisé en zones. Les entrées étaient contrôlées par des compteurs de débit et des cartes d'enquête. Un point de contrôle a été établi. Appareils respiratoires autonomes, combinaison anti-contamination, rotation des entrants, suivi des doses en Roentgens par heure, l'unité de mesure utilisée à l'époque. Des notes de conversion figurèrent sur les blocs-notes. Environ un Roentgen gamma équivaut à 0,0096 sieverts. Les entrées étaient limitées à quelques secondes dans les zones les plus irradiées. Des badges à film enregistraient l'exposition cumulée. Des protocoles de protection respiratoire et de fouille régissaient chaque sortie. Le document IDEO 19302 répertorie les contrôles d'entrée, les tentatives d'évacuation et les conditions radiologiques. Il s'agit d'un résumé des activités qui ont suivi l'incident et non d'une analyse causale. La logistique dictée par les relevés imposait des entrées courtes et échelonnées. Cette approche a retardé le sauvetage, mais a limité la dose reçue par les intervenants. 2 victimes ont pu être sauvées dès le premier jour, grâce à des opérations coordonnées et chronométrées. La 3e victime était coincée au-dessus de la tête du navire, une réalité mécanique documentée dans les registres de sauvetage. Ce piégeage allait définir les opérations de la semaine suivante, nécessitant un gréement sur mesure et une planification prolongée sous des contrôles radiologiques stricts. 3e jour de janvier 1961, 21h01, heure normale des Rocheuses. Zone de fonctionnement SL1 et tête du réacteur. Les analyses se sont prolongées jusqu'en 1962. Dans un laboratoire, plusieurs mois plus tard, les analystes superposent des courbes de valeur des barres sur une carte du cœur. Une ligne verticale marque 20 pouces. Les procédures de démarrage prévoyaient de petits mouvements lents des barres, des ajustements progressifs avec des pauses pour vérifier les marges sous-critiques à chaque étape. La modélisation post-événementielle et les preuves physiques ont indiqué quelque chose de différent. Une élévation rapide, de la barre centrale à environ 20 pouces, suffisante pour créer un état critique immédiat. La cinétique des petits réacteurs à eau bouillante dépend de la rétroaction négative de la réactivité due à la formation de vide et à l'augmentation de la température du liquide de refroidissement. Ces rétroactions agissent sur des constantes de temps mesurées en fractions de secondes. Le taux d'insertion reconstitué les a dépassés. Résultat, une explosion de puissance, estimée à plusieurs dizaines de fois 10 à la puissance 18 dans la littérature technique et les analyses de General Electric référencées dans les archives du ministère de l'Énergie. Le dépôt d'énergie s'est produit en quelques millisecondes. De la vapeur s'est formée, de l'eau a jailli, des bouchons de protection ont été éjectés vers le haut
avec une force suffisante pour expliquer les dommages au plafond et la position des victimes documentées sur les photos prises lors des opérations de sauvetage. Le message de sécurité de la NASA, publié en 2007, résume le mécanisme. La rétraction rapide de la barre de contrôle centrale à 20 pouces a entraîné une condition connue sous le nom de criticité instantanée. La valeur d'une seule barre combinée à un mouvement manuel rapide a dépassé les marges opérationnelles. La violence mécanique a causé des décès immédiats. Les analystes ont ensuite établi une corrélation entre les produits d'activation, cuivre 64, or 198, présents sur les outils et les vêtements, et la distribution du flux neutronique au moment de l'explosion, reconstituant ainsi la position de chaque homme, du 3 au 4 janvier 1961. Bâtiment SL1. Un chronomètre est suspendu au cou d'un chef d'équipe. Chaque entrée est chronométrée. Les manuels d'entretien prévoyaient un certain nombre de minutes pour les travaux normaux à l'intérieur du bâtiment du réacteur. Les conditions d'urgence réduisaient la présence autorisée à quelques dizaines de secondes dans les points chauds localisés. 2 corps ont été retirés lors d'entrées contrôlées successives au cours des premières 24 heures. Le 3e a nécessité un équipement spécial, achevé le 9 janvier. Un blindage temporaire a été mis en place. Des pinces, des civières et des stations de décontamination ont été installées. Des fouilles continues ont été effectuées au point de sortie. Les protocoles de contrôle de la contamination régissaient chaque mouvement. L'enregistrement des doses était immédiat, consigné sur des blocs-notes au point de contrôle. Le document IDEO 19302 détaille la séquence des entrées et les contraintes imposées par les cartes de débit de dose. Chaque étape a été planifiée, expliquée et exécutée dans des délais stricts. La victime coincée au-dessus du réacteur a retardé l'enquête. Des spécialistes en gréement ont conçu un dispositif de levage pouvant être actionné, à distance ou avec un minimum de manipulation directe. Les équipes de radioprotection ont répété la procédure à l'extérieur du bâtiment, chronométrant chaque mouvement. Lorsque l'opération a commencé, la durée d'entrée a été mesurée en secondes. Le sauvetage a réussi sans exposition supplémentaire au-delà des limites prévues. Les équipes sur le terrain ont signalé la présence de particules chaudes le long des voies d'accès, de petits fragments de matière activés ou contaminés provenant du sol de l'exploitation. Les preuves ont été enregistrées, des échantillons ont été prélevés et la surveillance du périmètre a été ajustée. La découverte de ces particules a déterminé les relevés radiologiques des jours suivants, élargissant la grille de surveillance et renforçant les procédures des points de contrôle. Les données ont été intégrées aux annexes techniques, documentant non seulement la réponse immédiate, mais aussi l'attention portée aux détails qui a empêché la contamination secondaire de se propager au-delà des limites contrôlées. Mai 1961 à juillet 1962. Atelier chaud de la National Reactor Testing Station, Idaho. La cuve sous pression repose sur des cales sous un pont roulant. Des caméras enregistrent chaque levage, chaque coupe. Certains observateurs de la Commission de l'énergie atomique espéraient que les géométries internes seraient intactes, les composants en place et les perturbations minimes. L'examen de l'atelier chaud a révélé autre chose. Des traces de démontage du cœur, des composants déformés, des indicateurs compatibles avec un coup de bélier suite à une explosion soudaine de puissance. Des scies à distance ont coupé l'acier. Des fenêtres blindées, en verre au plomb épais, ont permis l'observation depuis des postes protégés. Des échantillons d'éléments combustibles ont été prélevés. La métallographie a examiné les surfaces de fractures et les schémas de déformation. Les entraînements des barres ont été inspectés. Les indicateurs de position ont été analysés pour déduire le dernier mouvement avant l'excursion. Chaque découverte a été photographiée, cataloguée et consignée dans le dossier technique. Le document IDEO 1311, daté de juillet 1962, décrit le travail. Ce travail a consisté à déplacer la cuve sous pression et le cœur vers l'atelier chaud, à disséquer et analyser le réacteur et ses composants, à découper et enterrer le bâtiment du réacteur. L'effort a duré plus d'1 an. Les données de l'atelier chaud ont permis de reconstituer la valeur des barres. Les preuves ont exclu d'autres mécanismes, tels qu'une explosion chimique
ou une défaillance mécanique sans rapport avec l'insertion de réactivité. Les débris ont révélé la vérité. Les bouchons de protection avaient été éjectés vers le haut avec une force mesurable. L'intérieur de la cuve présentait des impacts et des déformations compatibles avec une augmentation rapide de la pression. La géométrie du cœur était perturbée. La position des éléments combustibles correspondait à la distribution attendue d'une brève explosion d'énergie concentrée dans la région centrale. Chaque élément de preuve physique a été intégré dans des modèles cinétiques. La reconstruction a convergé. Retrait rapide des barres centrales, criticité immédiate, démontage mécanique en quelques millisecondes. Une note météorologique et une cartographie de la contamination ont ensuite permis de déterminer jusqu'où les matériaux s'étaient réellement propagés au-delà du bâtiment. Du 3 au 10 janvier 1961. Point de contrôle SL1, Idaho Falls. Les badges dosimétriques reposent dans des plateaux, chacun portant le nom d'un intervenant. Les techniciens en radioprotection enregistrent les milliröntgen et les röntgen. Les conversions en sieverts sont affichées sur un tableau noir écrites à la craie. Un Röntgen gamma équivaut approximativement à 0,0096 sieverts. La doctrine d'urgence acceptait des limites de dose à court terme plus élevées pour sauver des vies et sécuriser l'installation. Les intervenants ont accumulé des expositions mesurables mais contrôlées. Les champs de rayonnement les plus élevés sont restés à l'intérieur du bâtiment SL1. L'analyse d'activation a fourni des données supplémentaires. Le cuivre 64 et l'or 198, induits dans les effets personnels et les tissus, ont validé une excursion neutronique et ont corroboré les reconstructions positionnelles. Ces isotopes se forment lorsque le cuivre et l'or stable absorbent des neutrons lors d'une explosion. Leur présence et leur distribution ont confirmé que le flux neutronique avait été intense et bref, ce qui correspond à une criticité immédiate et non à une réaction soutenue ou modérée. L'analyse figure dans les annexes techniques référencées dans les documents du ministère de l'Énergie et dans la série IDEO. Les résumés des documents énumèrent les procédures de gestion des doses et la comptabilité des badges. Les rapports restent administratifs dans leur ton, évitant d'attribuer des causes. Cette retenue reflète la division du travail. Les rapports administratifs résumaient les opérations et la posture de sécurité. Les annexes techniques traitaient du mécanisme. Un contrôle rigoureux des doses a ralenti les opérations. Chaque entrée était planifiée en fonction des cartes de débit de dose. Des délais ont été imposés. Les fouilles à la sortie ont permis de détecter la contamination avant qu'elle ne se propage. Cette approche a permis d'éviter des victimes supplémentaires parmi les intervenants. La première position publique de la Commission de l'énergie atomique a mis l'accent sur la maîtrise du risque radiologique. Des notes internes ont débattu de l'adéquation de la conception et des lacunes procédurales, mais ces discussions sont restées confinées au sein de l'agence et des cercles de sous-traitants. La divergence entre le résumé public et les détails techniques internes allait façonner les archives historiques pendant des décennies. Septembre à octobre 1962. Washington et Idaho. Un communiqué de presse dactylographié de la Commission de l'énergie atomique, numéro E326, atterrit sur le bureau d'une salle de rédaction. Le cachet date du 24 septembre 1962. Les communiqués publics résument les opérations de récupération et les mesures de sécurité. Les documents internes et techniques, IDEO 9311, IDEO 9313, traitent comme de la valeur des barres, des pouces retirés et de la cinétique du réacteur. Le rapport officiel, IDEO 1903-2, daté du 31 octobre 1962, indique explicitement qu'il ne cherche pas à déterminer la cause. Le document IDEO 1913, intitulé « Analyse supplémentaire de l'excursion SL1 », a officialisé l'interprétation transitoire. Il a utilisé les conditions mesurées des débris, les indicateurs de position et les modèles cinétiques pour reconstituer l'événement. L'analyse est citée dans la salle de lecture du ministère de l'Énergie consacrée à la loi sur la liberté d'information. Le communiqué de presse E326, accompagné des pièces jointes du comité d'enquête, est conservé par la Commission de réglementation nucléaire et disponible sur demande en vertu de la loi FOIA. La bibliothèque numérique de l'Université du Nord du Texas héberge des scans PDF complets des documents administratifs connexes.
L'écart entre le résumé public et les conclusions techniques a alimenté des décennies de débats. Que savait le gouvernement? Quand l'a-t-il su? Le rapport administratif soulignait qu'il s'agissait d'un résumé des activités menées à la suite de l'incident, et non d'une enquête sur les causes. La série technique, cependant, quantifiait le mécanisme. Retrait rapide de la tige centrale, supercriticité immédiate, violence mécanique. Le chiffre 20 pouces apparaît dans les mémorandums techniques, mais n'est pas mis en évidence dans les documents destinés au public. Cette mesure, enfouie dans les annexes, devient l'élément décisif du changement de politique. Elle est à l'origine de nouvelles conceptions de verrouillage, de contrôles administratifs et de doctrines de formation dans tous les programmes de réacteurs comparables aux États-Unis. 1962, Briefing analytique, Commission de l'énergie atomique et Bureau des sous-traitants. Une diapositive montre la réactivité en fonction de la position des barres. Une ligne est mise en évidence à 20 pouces, marquée en rouge. Les opérateurs ont été formés au contrôle pouce par pouce, c'est-à-dire à des mouvements petits et délibérés, avec vérification à chaque étape. La reconstruction a montré quelque chose de différent. Un seul levage rapide suffisant pour atteindre la criticité, immédiate avec les barres de contrôle extérieures encore insérées. Les courbes de valeur des barres quantifient la réactivité ajoutée par chaque pouce de retrait. Pour la barre centrale, SL1, la courbe était raide. Un simple soulèvement de 20 pouces pouvait faire passer le cœur d'un état profondément sous-critique à un état de criticité immédiate, le temps de rétroaction, c'est-à-dire l'intervalle pendant lequel la formation de vide ou l'augmentation de température pouvait introduire une réactivité négative, était plus long que l'événement d'insertion. Le résultat, une explosion de puissance, avec un dégagement d'énergie estimé à plusieurs dizaines de milliers de fissions. Les preuves métallographiques et les schémas d'éjection des bouchons de protection correspondaient aux résultats mécaniques prévus. Le message de sécurité de la NASA de 2007 résume « La rétraction rapide de la tige de contrôle centrale à 20 pouces a entraîné une condition connue sous le nom de criticité immédiate. Cette synthèse s'appuie sur des décennies de documentation publique et technique, y compris la série IDEO de la Commission de l'énergie atomique. Ce chiffre confirme un changement de doctrine. Les nouvelles conceptions intègrent des limites strictes sur la valeur d'une seule tige. Des verrouillages empêchent une insertion rapide. Les contrôles administratifs exigent une vérification indépendante avant le démarrage. La formation met l'accent sur le cas SL1 pour montrer ce qui se passe lorsque l'insertion de réactivité dépasse la rétroaction. Une fois le mécanisme établi, le programme a été confronté à une nouvelle question. Que faire d'un bâtiment contaminé, d'un cœur perturbé et de composants activés? La réponse? Confinement par démolition, enfouissement sur place, surveillance à long terme. Du 21 mai 1961 à juin 1962. Site SL1, Station nationale d'essai des réacteurs. Des bulldozers et des grues sont mis en place sous la supervision des services de radioprotection. Des géomètres délimitent le périmètre des tranchées d'enfouissement. Certaines voix se sont élevées pour préconiser une déconstruction complète et une élimination hors site, en expédiant tous les composants contaminés vers des installations de traitement ou des dépôts permanents. La décision a été prise de découper le bâtiment, d'enfouir la plupart des débris sur place sous des couvertures techniques, d'expédier le combustible et certains composants vers l'atelier chaud et les flux de traitement. Des équipements de découpe blindés ont sectionné la structure. Le nombre de colis a été compté pour chaque chargement. L'enlèvement de la terre s'est étendu jusqu'à des profondeurs définies. Des protocoles d'inspection périodique des couvercles ont été rédigés. L'échantillonnage du périmètre s'est poursuivi tout au long de l'opération et au-delà. Le document IDO 311 indique « Déplacer la cuve sous pression et le cœur vers l'atelier de traitement, disséquer et analyser le réacteur et ses composants, découper et enterrer le bâtiment du réacteur. » Un résumé du ministère de l'Énergie rend compte des activités de nettoyage menées du 23 mai 1961 au 22 juin 1962. L'enfouissement rapide sur place a limité les risques liés au transport. Les matériaux contaminés n'ont pas emprunté les voies publiques. Les ressources libérées par la décision de confinement ont permis de mener une analyse détaillée dans l'atelier de traitement. Les obligations de surveillance à long terme
était toutefois lié au site d'enfouissement de la National Reactor Testing Station. Les couvercles techniques devaient être inspectés. L'échantillonnage des eaux souterraines, les études de surface et les contrôles d'intégrité sont devenus routiniers. Le document IDEO 1310, une annexe météorologique, montre pourquoi les impacts hors site sont restés faibles, les régimes des vents, les modèles de dépôt de particules et la contamination mesurée concordaient. Les données expliquaient également pourquoi l'intégrité des couvercles serait importante pendant des décennies. Toute brèche pourrait mobiliser l'activité résiduelle. Le site d'enfouissement existe encore aujourd'hui. Il est indiqué sur les cartes du site et fait l'objet d'examens environnementaux périodiques. Ce choix reflétait les capacités et les priorités des années 1960. Contenir, surveiller, documenter, de 1962 à 1963 et au-delà. Commission de l'énergie atomique et bureau du programme. Un classeur de formation est ouvert. Une nouvelle page, récemment insérée, porte le titre « Limite de valeur des barres individuelles obligatoires ». Avant 1961, la pratique tolérait la prédominance d'une seule barre dans certains systèmes de réacteurs d'essai. La justification: simplicité opérationnelle, démarrage plus rapide, réduction des frais généraux liés aux procédures. Après SL1, les mesures ont changé. Des verrouillages matériels ont été imposés. Les contrôles administratifs ont été codifiés. Des garanties procédurales ont interdit les insertions rapides d'une seule barre susceptible de provoquer une criticité immédiate. La logique de verrouillage était liée à la position des barres et au taux de retrait. Les listes de contrôle au démarrage ont été élargies. Une vérification indépendante est devenue obligatoire avant les opérations critiques. Les protocoles de gestion des doses d'entrée d'urgence ont été codifiés en s'inspirant directement de l'expérience des intervenants de SL1. Le message de sécurité de la NASA de 2007 énumère les facteurs contributifs: conception et essai des matériaux inadéquats, contrôles procéduraux insuffisants, concentration de la valeur d'une seule barre. Le message résume les leçons tirées pour les programmes modernes en se référant à la documentation technique de la Commission de l'énergie atomique. La conclusion, 20 pouces, s'est traduite directement par des changements de conception et de procédure au-delà du programme de puissance des paquets de l'armée. Les réacteurs d'essai, les installations de recherche et les programmes de formation ont intégré cette leçon. La valeur d'une seule barre est devenue une limite de conception, et non plus une simple précaution procédurale. Si une barre pouvait insérer suffisamment de réactivité pour une criticité immédiate, des verrouillages empêchèrent son mouvement rapide. Si les limites administratives étaient la seule garantie, la vérification indépendante et l'enregistrement des étapes devenaient obligatoires. La phase opérationnelle s'est terminée par l'enfouissement et l'installation d'un couvercle au milieu de l'année 1962. La question historique persistait. Comment l'événement a-t-il été présenté au public par rapport à ce que montrent les documents techniques? Cette divergence entre les résumés administratifs qui évitaient de déterminer les causes et les annexes techniques qui quantifièrent le mécanisme a façonné des décennies d'historiographie. Les chercheurs, les analystes politiques et les éducateurs sont revenus à plusieurs reprises sur les documents, reconstituant non seulement ce qui s'était passé, mais aussi ce qui était connu, quand et comment cela avait été communiqué, de 1961 à 1962. Washington et Idaho. Publication ultérieure de documents suite à des demandes en vertu de la loi sur la liberté d'information. Une table supporte 2 piles de papier. D'un côté, des dossiers de presse, notamment l'annonce E326 de la Commission de l'énergie atomique et le rapport administratif IDEO 1962. De l'autre, les classeurs techniques IDEO 1911, IDEO 1913, IDEO 1910. Les registres photographiques de l'atelier de fabrication, les notes cinétiques. Le public a vu un rapport administratif minutieux. Le document IDEO 1902, daté du 31 octobre 1962, commence par une déclaration claire. Il ne cherche pas à déterminer la cause. Le rapport résume les activités qui ont suivi l'incident. Contrôle d'accès, opération de récupération, gestion des doses, procédure d'enfouissement. Il traite de ce qui a été fait, et non des raisons pour lesquelles l'excursion a eu lieu. Les traces techniques racontent une autre histoire. Le document IDEO 1911
rapport final de récupération daté de juillet 1962, relate le retrait du réacteur, la dissection de l'atelier chaud et l'analyse des débris. Le document IDEO 1913, analyse supplémentaire de l'excursion SL1, formalise l'interprétation cinétique, criticité immédiate déclenchée par le retrait rapide de la barre centrale, démontage mécanique consécutif à la surtension. Le document IDEO 1910 traite de la météorologie, de la dispersion des particules et de la surveillance environnementale. Le communiqué de presse E326, daté du 24 septembre 1962, accompagné des pièces jointes du comité d'enquête, est conservé par la Commission de réglementation nucléaire et accessible via la loi FOIA. La bibliothèque numérique de l'Université du Nord du Texas en héberge des scans complets. La divergence a façonné l'historiographie, les détails cachés sont devenus un récit dans les comptes rendus populaires. Les mécanismes techniques sont restés dans les rapports spécialisés, lus par les ingénieurs et les régulateurs, mais moins souvent par le public. L'écart n'était pas une dissimulation au sens conspirationniste du terme, mais une division du travail. Les rapports administratifs traitèrent des opérations et de la posture de sécurité. Les annexes techniques traitaient de la physique et de l'ingénierie. Les deux font partie du dossier. Les deux sont nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. De 1962 à aujourd'hui. Site d'enfouissement SL1, Laboratoire national d'ingénierie et d'environnement de l'Idaho. Une liste de contrôle pour l'inspection des capots repose sur un bloc-notes. Un appareil de mesure est posé sur le tableau de bord d'un camion prêt pour la prochaine tournée prévue. Période de récupération du 23 mai 1961 au 22 juin 1962. Transport vers l'atelier de traitement. Découpe et enfouissement du bâtiment du réacteur sur le site. Installation du capot. Instauration d'inspection périodique. Note de surveillance météorologique, archivée dans les documents IDEO 1910 et IDEO 1911. Coût humain, 3 décès sur place. Richard Seelig, John A. Burns, Richard L. McKinley. Les doses reçues par les intervenants ont été suivies et contrôlées conformément à la doctrine d'urgence. Aucune autre victime n'est à déplorer parmi le personnel de récupération. Les protocoles de gestion des doses élaborés lors de l'intervention SL1 ont servi de base aux directives de planification d'urgence ultérieures dans l'ensemble du complexe de la Commission de l'énergie atomique, puis au sein du ministère de l'Énergie. L'impact du programme s'est étendu au-delà de l'incident immédiat. Les verrouillages, les limites de valeur des barres et les changements de formation se sont propagés à l'ensemble des programmes de réacteurs. SL1 reste le seul accident de réacteur aux États-Unis ayant entraîné des décès immédiats. Cet événement est cité dans les formations à la sécurité, les directives réglementaires et les programmes d'études d'ingénierie. Le message de sécurité 2007 de la NASA en offre un résumé technique. À partir d'un état d'arrêt complet, le retrait rapide de la barre de contrôle centrale à 20 pouces a entraîné un état connu sous le nom de criticité instantanée. Cette déclaration synthétise le mécanisme consensuel élaboré à partir de la documentation technique de la Commission de l'énergie atomique et d'Idaho Operations. Le site d'enfouissement existe encore aujourd'hui. Des cartes indiquant son emplacement. Des évaluations environnementales sont effectuées à intervalles réguliers. L'intégrité du couvercle est inspectée. Des échantillons d'eau souterraine sont prélevés. Des études de surface confirment le confinement. Le site physique est un monument à la fois à l'événement et à la réponse apportée, un rappel que les résultats ont découlé des choix de conception, des lacunes procédurales et des actions rapides des intervenants qui ont travaillé dans des conditions extrêmes pour contenir le risque radiologique. La mémoire est préservée non pas dans la rhétorique, mais dans les archives, documents, photographies, registres de doses et engagements durables à surveiller ce qui a été enfoui.